Bienvenue à la série de dialogues peer-to-peer de l'OIE où nous échangerons sur des enjeux cruciaux pour le monde des employeurs et de l'entreprise. Mon nom est Amadou Sako, conseiller Afrique de l'Organisation internationale des employeurs et je serai l'un de vos hôtes. Nous recevrons tout le long de ces différents échanges des experts issus de différents secteurs, des acteurs gouvernementaux, des acteurs du changement de ce monde, des experts du secteur privé, mais également des organisations internationales. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Madame Désirée Fauqueret-Porquet, directrice générale de la société Atalan Global Service et présidente de la commission formation et recherche de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Désirée Fauqueret-Porquet, bonjour. Bonjour Amadou. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Désirée, donc tu es la directrice générale de Atalian Global Service, qui est une société qui évolue dans le secteur de la propreté, basée en Côte d'Ivoire. Absolument. Et tu es également la présidente de la commission formation et recherche de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. En effet. Donc après un cursus, d'après ton CV, après un cursus universitaire en France, tu as également évolué dans le secteur commercial, du marketing en France, puis tu as décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors pourrais-tu me dire qu'est-ce qui t'a poussé à justement retourner après ce parcours-là en Côte d'Ivoire, mais également à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors Amadou, merci de me recevoir, merci pour cette conversation et pour l'opportunité de parler de mon parcours. En effet, je suis ivoirienne et en Côte d'Ivoire. Je suis partie quand j'avais 15 ans, j'ai fait mes études en France et j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et puis à un moment, j'allais dire qu'il s'est imposé la nécessité de revenir en Côte d'Ivoire. Parce que d'une part, je pense que nous qui avons la chance d'avoir pu étudier, voire travailler à l'étranger, d'y avoir acquis certaines compétences, nous avons un tant soit peu le devoir de revenir chez nous pour contribuer au développement de notre pays. Donc, je pense que j'étais partie avec toujours cette idée que je reviendrai à un moment ou à un autre pour mettre en pratique ce que j'avais appris à l'étranger. C'est la première motivation. La seconde, c'est que lorsque vous travaillez en France et que vous vivez, en tout cas pour l'expérience que j'ai vécue, il arrive un moment où on a l'impression qu'on n'a pas réellement d'impact. Moi, j'avais le sentiment d'être le maillon d'une chaîne qui, de toute façon, fonctionnait très bien sans moi. Et à un certain moment, je me disais, mais en Côte d'Ivoire, je serais plus utile, en Côte d'Ivoire, j'ai plus ma place, etc. Donc, cette réflexion est venue compléter celle que j'avais de rentrer chez moi. Et puis, après, bon, bien sûr, la qualité de vie qu'on peut avoir lorsqu'on est dans son pays, la chaleur, un climat donc plus agréable, et puis ma famille. Donc, tous ces éléments-là ont contribué au fait que j'ai souhaité repartir en Côte d'Ivoire au bout d'un certain moment. D'accord, merci beaucoup Désiré. Donc si je comprends, il y avait de ta part un certain désir au-delà de l'aspect personnel, il y avait un certain désir de contribuer, d'avoir plus d'impact, donc de contribuer même au Absolument. développement de ton pays, la Côte d'Ivoire. Absolument. Donc justement, parlons-en, vu que tu es une femme d'affaires. Quelles étaient à l'époque et quelles sont même aujourd'hui justement les opportunités qui s'offraient et qui s'offrent toujours dans le secteur des affaires, dans le domaine des affaires en Côte d'Ivoire? C'est vrai que tu m'as posé au préalable la question de savoir qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Je dois dire que je n'étais pas, en sortant des études, spécialement focalisée sur l'entrepreneuriat. En plus, j'étais un peu formatée école de commerce. Lorsque vous sortez d'une grande école de commerce, généralement, vous avez une carrière dans les finances ou dans le marketing qui semble plus ou moins tracée dans des multinationales. Et j'étais un petit peu formatée comme ça, je dois l'avouer. Mais lorsque je suis revenue en Côte d'Ivoire, rien qu'en regardant autour de soi, on se dit, mais je pourrais faire ceci ou cela. Et c'est avéré que lorsque je suis revenue, j'avais grandi dans un quartier plutôt résidentiel, propre, agréable, et j'ai eu le sentiment quand je suis revenue que l'environnement autour de moi s'était dégradé. Ça m'a frappée. Et également, je trouvais qu'il y avait quand même un chômage assez important, surtout chez les femmes et les jeunes. Et je me suis posé la question de savoir comment je pouvais contribuer à la redistribution du revenu, comment je pouvais être un acteur de la redistribution du revenu, comment je pouvais impacter mon environnement au sens propre comme au sens figuré. Et à la faveur de certaines rencontres, j'ai eu l'idée de lancer cette société de propreté.
Il faut dire aussi qu'il y avait bien sûr plusieurs autres domaines qui paraissaient attractifs, hein. Il y avait le développement du secteur informatique qui semblait attractif. On voyait également que dans le bâtiment, il y avait des opportunités. Donc je serais prétentieuse que je peux citer toutes les opportunités, de dire que je peux citer toutes les opportunités qu'il y avait cette époque-là, mais il est certain qu'il y avait un frémissement dans l'univers des affaires. Et donc, moi, j'ai choisi le secteur de la propreté. J'ai choisi de service aux entreprises via la propreté, mais via également l'organisation d'événements corporate et par les services traiteurs premium. D'accord, merci beaucoup. Justement, vous savez, la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays africains, Désiré est connue pour avoir certains défis, justement, dans l'environnement des affaires. On sait par exemple que la Côte d'Ivoire, comme plusieurs pays africains, a un haut taux d'informalité. On sait que dans l'entrepreneuriat, on peut rencontrer de nombreuses barrières administratives, de nombreuses contraintes liées même à la fiscalité, aux différentes démarches. Justement, quelle stratégie tu as adoptée en tant qu'entrepreneur à l'époque afin de pouvoir naviguer justement à travers ces défis et exister encore après maintenant 19 ans d'existence? Alors Amadou, effectivement, si je veux me lancer dans tous les défis rencontrés, ça pourrait être long, mais il est évident que quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai certainement également eu la chance du débutant, mais il a fallu se lancer dans un univers que je ne connaissais pas du tout. Tu as évoqué tous ces points qui sont une réalité, la méconnaissance de la fiscalité, où aller se renseigner, vers qui se tourner lorsqu'on a des problèmes avec les impôts, comment structurer son entreprise, ne serait-ce que quelle forme de société choisir, comment recruter les bonnes personnes, comment avoir accès au matériel dont on a besoin. Les défis étaient nombreux. Mais le premier, évidemment, ça a été d'avoir le financement. Lorsqu'on veut monter son entreprise, en tout cas il y a 19 ans, lorsque j'ai voulu monter mon entreprise, j'ai cru naïvement qu'il me suffisait de me présenter à la banque, de parler de mon projet et que j'aurais bien sûr un prêt de la banque parce que mon idée me paraissait extrêmement intéressante. Et je me suis retrouvée confrontée, bien sûr, au refus des banques dès le début parce que je partais de zéro, parce qu'il fallait des garanties que je n'étais pas forcément en mesure de fournir à l'époque. Donc, le premier défi, c'était clairement le financement. Et c'est pour ça que j'aime bien cette expression de love money, parce que entre l'ambition de départ qui était de centaines de millions de francs CFA pour lancer tout de suite une énorme entreprise qui changerait la face de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé par une petite entreprise. Nous étions 3 dans un petit bureau et je commençais avec un peu d'argent familial, des économies. Alors, je ne le cache pas, hein, quand je suis invitée à partager mon expérience, je le dis aux jeunes, je n'avais pas de charges qui me pesaient dessus, je n'avais pas d'emprunt, donc j'étais assez libre de me lancer dans cette entreprise en mettant l'argent que je voulais. Et j'étais formée à l'idée que j'allais donner le meilleur de moi-même, mais une possibilité d'échec existait. Et donc, j'y suis allée avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'enthousiasme, mais également avec beaucoup de réalisme, en me disant que ce serait dur. Donc, le premier défi a été bien sûr celui du financement. Le second, c'était l'aspect réglementaire, parce qu'il fallait connaître toute la partie juridique, toute la partie fiscale, que je ne connaissais bien sûr pas. Le troisième a été celui des compétences qu'il fallait trouver pour m'aider dans cette aventure entrepreneuriale. Et je me suis cassé la figure à bien des égards parce que d'un point de vue fiscal, bien sûr, au début, vous n'avez pas forcément les bonnes démarches, vous n'avez pas forcément la bonne analyse de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça a été un défi conséquent. D'un point de vue des compétences, vous n'êtes pas forcément entouré des personnes qui peuvent vous apporter le meilleur concours ou qui partagent votre vision. Et, c'est un point important. Après, vous vous rendez compte également qu'il y a un point important qu'on appelle le fit, c'est-à-dire l'adéquation entre les compétences des personnes que vous avez embauchées et les tâches que vous attendez d'elles, le résultat que vous attendez d'elles. Il peut y avoir une certaine inadéquation. Donc, vous apprenez, learn the hard way, vous apprenez. Mais vous avez aussi quelques victoires qui vous confortent dans votre choix, parce que j'avais fait le choix du professionnalisme. Je m'étais dit, je me lance dans un métier que je n'invente pas. Ce métier existait en Côte d'Ivoire. Mais comment je vais faire la différence? Je vais faire la différence parce que je sors d'école de commerce.
parce que j'ai été habituée à cette culture de l'excellence, j'ai été habituée à avoir un certain professionnalisme et mon discours doit être différent des discours habituels et les actes qui suivent ce discours doivent être différents. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai appris des erreurs, nous avons appris des erreurs, nous nous sommes améliorés, nous avons conquis au fur et à mesure des nouveaux contrats, agrandi la société. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, on était très fiers d'être passé de 3 employés à plus de 350. Et c'était une fierté d'autant plus que dans notre domaine d'activité, qui est la gestion de la propreté, signer un nouveau contrat signifie donner du travail à des individus. Et là, j'ai estimé à ce moment-là qu'on répondait pleinement à notre vocation de contributeur à la redistribution du revenu parce qu'on créait de l'emploi. Et voici comment les choses sont passées. D'accord, merci beaucoup Désirée. Tu as évoqué le point de la compétence, mais avant ça, il y a une autre question qui me vient en tête. C'est que justement, tu es quand même une femme. Oui. Dans le contexte d'un pays comme celui de la Côte d'Ivoire, justement, quels sont les défis liés au fait d'être une femme dans le monde des affaires? Alors, Ahmed, il faut que je te dise tout de suite que ces derniers temps, lorsqu'on me pose la question quels sont les défis liés au statut de la femme, je refuse d'aller sur ce chemin-là parce que je ne veux pas que des femmes plus jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat soient conditionnées par le statut de femme. Donc, j'essaie d'orienter la discussion différemment. Je leur dis d'abord qu'on ne m'a jamais refusé un crédit parce que j'étais une femme. On m'a refusé peut-être un crédit parce que mon dossier n'était pas correctement ficelé. Donc, l'accès au financement n'est pas lié au genre. Au contraire, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives pour inciter les femmes à l'entrepreneuriat. Ceci étant dit, les défis sont plutôt socio-culturels. Dans notre éducation, en tout cas dans la mienne, et je pense qu'elle est commune en Côte d'Ivoire, la femme a quand même le rôle de gérer la famille, de gérer les enfants, de gérer son foyer, son époux, les repas. Lorsque vous êtes une femme et que vous montrez de l'ambition et que vous n'êtes pas à la maison à l'heure du dîner, c'est un peu mal perçu, même quand vous avez un époux qui est compréhensif. Les gens autour de vous font comprendre que vous n'êtes pas dans votre rôle. Lorsque vous prenez la parole au milieu d'une assemblée d'hommes, on se retourne en disant celle-là encore, elle la ramène. Donc, je suis désolée de dire que je ne sais pas si c'est le pire ou le meilleur des cas, vous êtes vu soit en tout cas comme une grande gueule, soit vous êtes vu comme une séductrice. En tout cas, il est difficile d'évoluer au milieu d'un milieu masculin. Donc, les défis sont vraiment liés à la perception qu'on a de la femme dans notre société, sont liés à ce rôle que doit jouer la femme d'un point de vue socio-culturel. Donc, c'était compliqué parce que j'étais heureuse d'être en couple, j'étais heureuse de fonder une famille. Donc, en même temps que je donnais naissance à des enfants, les défis étaient en train de s'accumuler au travail et il a fallu jongler avec les deux. Et même quand, encore une fois, je le dis, même quand vous avez un compagnon qui est présent, il n'en reste pas moins que vous jouez un rôle primordial dans l'éducation des enfants, dans le temps que vous passez auprès des enfants. Et ce n'est pas une image de dire que c'est la maman qui reste auprès de l'enfant quand il a la fièvre, c'est la maman qui emmène l'enfant la plupart du temps à l'école, c'est la maman qui emmène l'enfant chez le médecin, etc. Donc, il a fallu jongler. Et en ce sens-là, je pense que le fait d'être à mon compte a été salutaire. Parce que quand il fallait faire des heures supplémentaires, je pouvais les faire, mais quand il fallait ramener les enfants de temps en temps au travail, j'ai eu à le faire. Quand il fallait travailler de la maison pour pouvoir gérer les enfants, j'ai eu également à le faire. Donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment apprécié d'être plutôt une femme chef d'entreprise, de pouvoir moduler mon emploi du temps, mais tout en gardant à l'esprit qu'il fallait que je performe. Parce que le sort de plusieurs employés dépendait de moi. Donc, à un certain moment aussi, vous ne pouvez pas être en train de gérer vos enfants alors que vous devez être en train de travailler avec vos équipes. Donc, pendant 10 ans, ça a été quand même un challenge. Donc oui, en tant que femme, vous avez des défis. Et plus tard, lorsque vous voulez vous imposer dans des rôles un peu plus peut-être extérieurs, comme des conseils d'administration, des associations, où vous voulez prendre des rôles de leader, là aussi, vous avez quelques réflexions des hommes en disant, mais tu ne vas pas t'occuper de tes enfants, ou bien, à cette heure-ci, je l'ai entendu, hein, tu ne rentres pas, ton mari ne mange pas, bon, voilà. Donc oui. Donc, je tiens vraiment à préciser que les défis n'étaient pas liés au financement. C'était vraiment lié à cet écartèlement qu'on peut avoir en tant que femme entre la vie de famille, entre la vie d'épouse et puis le fait d'être chef d'entreprise ambitieux. Donc, les normes socioculturelles, au fait, si je comprends bien, les normes socioculturelles qui
comme tu l'as dit, peut-être ne donnent pas la flexibilité nécessaire pour voilà, pour faire ce qu'il y a à faire, justement, Absolument. pour pouvoir, flexibilité que peut-être les hommes ont parfois plus souvent Complètement, au regard mais ils ne se posent pas la question. certaines attentes qu'il n'y a pas vis-à-vis d'eux, comme Absolument. on ne s'attend pas forcément à ce qu'un homme soit à la maison pour cuisiner pour sa femme ou pour s'occuper de ses enfants, alors que bon, ce ne sont encore là que des normes socioculturelles et pas forcément des vérités dans l'absolu. Absolument. D'accord, Absolument. je comprends bien. Et justement, quelles sont selon toi les politiques essentielles que les gouvernements ont ou devraient, ou que ton gouvernement a ou devrait prendre justement pour essayer de pallier cette situation-là? Écoute, Amadou, pour moi, il y a encore quand même des efforts à faire pour faciliter la vie de la femme. Alors, je vais parler du secteur privé et du gouvernement. Permets que tu m'as posé la question sur le gouvernement, mais je pense qu'il y a des exemples dans le secteur privé que le gouvernement pourrait utiliser. Il y a des multinationales qui sont connues pour favoriser la maternité, l'accès à la maternité, en donnant des horaires plus flexibles aux femmes, en créant des garderies à l'intérieur des sociétés, en donnant des congés parentaux aux hommes pour les inciter à passer un peu plus de temps à la maison. Et nous avons été étonnés de nous rendre compte qu'au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, en faisant des recherches, il y a le congé parental pour les hommes, mais il n'est même pas connu. Donc, le gouvernement devrait déjà communiquer sur le fait qu'un homme peut s'arrêter quelques semaines. Je ne connais plus exactement la durée, mais il peut s'arrêter quelques semaines pour s'occuper des hommes. Peut-être qu'il y aurait des primes à mettre en place pour des hommes qui souhaitent s'occuper de leurs enfants. Il y a peut-être une communication à faire pour casser un peu les clichés, parce qu'il y a des hommes qui souhaitent s'occuper de leurs enfants. Et dans notre société, autant tout à l'heure je faisais allusion à des hommes qui m'ont déjà demandé pourquoi je ne rentrais pas cuisiner quand je restais un peu tard dans une réunion plutôt masculine. Autant il y a des hommes qui voudraient peut-être s'occuper des enfants, mais qui n'osent pas à cause des clichés de la société. Donc pour moi, le gouvernement a un effort à faire en termes d'incitation, par des primes, par des congés parentaux affirmés, par la communication, pour montrer que c'est tout à fait normal qu'un homme puisse aussi être à la maison pour s'occuper des enfants, par un congé maternité qui peut être peut-être plus long, où la femme ne perd pas son avantage et où l'entreprise est obligée de conserver la place de la femme, avec peut-être une demande de rendement qui est moindre, où la femme peut continuer de travailler peut-être à mi-temps, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est le secteur privé qui prend le relais en favorisant ces schémas-là, de sorte à ce que les femmes puissent vivre leur maternité et en même temps revenir travailler. C'est un véritable écartèlement pour une femme de laisser son bébé pour revenir. Donc il y a un travail à faire au niveau du gouvernement sur faciliter cette reprise en douceur. Il y a des mentalités également à changer chez nous, hein, parce que on a déjà entendu une femme qu'elle est enceinte 2 années de suite, tout le monde la regarde en disant « Ah, encore ?» Et ça, je pense que ce n'est pas que le gouvernement, c'est nous tous. Donc, il y a des politiques incitatives. Ensuite, je faisais allusion tout à l'heure au conseil d'administration. Vous le savez, en France, je crois que c'est la loi Copé-Zimmermann qui a légiféré sur la représentativité obligatoire des femmes dans les conseils d'administration. Cette loi n'existe pas chez nous. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur une force un peu plus contraignante pour la représentativité des femmes dans des organes de décision. Et je pense que ça permettra aux femmes de se former et d'être plus désireuses d'être dans ces organes de décision-là pour pouvoir jouer le rôle qui est attendu d'elles. Donc le gouvernement, dans ses réflexions, devrait faciliter et la représentativité, mais également la formation. Lorsque vous vous informez pour avoir des formations d'administrateurs, elles ont un certain coût. Elles ont un certain coût. Donc même quand vous êtes motivé pour pouvoir vous former, pour avoir les compétences nécessaires, pour jouer pleinement un rôle dans un board ou ne serait-ce que même postuler pour un board, le coût de la formation peut être dissuasif. Nous avons un organe national de formation professionnelle. Peut-être qu'à travers cet organe, il devrait y avoir des crédits qui soient destinés au genre et qui permettent aux femmes de se former pour avoir accès à certains postes de responsabilité. Également communiquer sur le fait que les femmes, chefs d'entreprise, ont pleinement leur rôle à jouer dans notre société. Communiquer sur les succès féminins, sur le fait que les femmes pourvoient
à l'emploi, sur peut-être la longévité des femmes. Il y a des success stories à partager que nous partageons au niveau du privé, mais qui ne sont pas nécessairement partagés d'un point de vue public. Donc, peut-être une meilleure communication entre le privé et le public pour inciter les femmes à montrer leur succès, montrer aux hommes aussi qu'une femme qui a du succès ou qui dirige une entreprise n'est pas leur ennemi, mais est une partenaire pour pouvoir faire évoluer la société. D'accord. Merci Désiré. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Au fait, tu as inscrit au fait le débat lié à la condition féminine dans le monde des affaires dans un cadre plus large. Au fait, tu l'as inscrit à celui au fait de la conciliation travail-famille. Et je trouve en effet que c'est quelque chose, je n'avais jamais pensé à cela, mais en effet, je pense que c'est peut-être ça le cœur du débat. La conciliation travail-famille, parce que comme tu le dis, il y a des hommes, j'en fais partie même, qui aimeraient pouvoir s'occuper de leurs enfants ou passer du temps avec leur famille, sans forcément se dire c'est peut-être pas mon rôle, c'est celui de ma femme, mais c'est tout simplement une question, non pas d'homme-femme, mais de conciliation. De conciliation travail et vie de famille. Et si je comprends bien, la Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays, a encore de nouveaux défis, certains défis à relever dans ce sens-là. D'accord. Désiré, tu es également, tu es la présidente comme je l'ai dit en introduction, tu es la présidente de la commission formation et recherche de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Avant de comprendre, je le demande directement. Déjà, pourquoi tu as fait le choix d'être dans une organisation d'employeurs telle que la CGECI et pourquoi Merci pour cette question, Amadou. Merci beaucoup pour cette question parce que tantôt, nous parlions de la difficulté en tant qu'entrepreneur femme, et je t'ai dit même en tant qu'entrepreneur tout court. Toutes ces difficultés, en fait, j'ai cherché une réponse à travers les associations. Il y a 19 ans, lorsque vous créiez une entreprise, il n'y avait pas d'information. Je le dis aux plus jeunes aujourd'hui, allez sur Internet, vous avez accès à tout. Mais à notre époque, ce n'était pas le cas. Les informations, il fallait aller les chercher très volontaire. Et c'est cette recherche d'informations et ce sentiment de solitude qui m'a poussée à aller vers des associations. Je cherchais des fêtières, je cherchais des groupements au sein desquels je pouvais parler avec mes pairs et au sein desquels j'aurais des réponses à mes questions sur la meilleure façon de gérer, sur la fiscalité, sur le management, comment gérer ses employés, etc. Donc, c'est ce qui m'a poussée à aller vers les associations et notamment vers les chambres de commerce et vers la Confédération générale des entreprises en Côte d'Ivoire. Et j'avais également besoin, il faut le dire, d'être aussi un peu challengée parce que vous êtes qu'un patron, vous avez des équipes, mais peut-être qui osent moins vous challenger parce que ce n'était pas très culturel. Il a fallu aussi que j'apprenne effectivement à les inclure dans le management pour qu'aujourd'hui, ils soient force de proposition. Donc à ce moment-là, j'avais besoin de pairs aussi pour me challenger, pour me dire oui, ce que tu fais, c'est intéressant, mais tu devrais faire des choses de telle façon. Donc voilà comment je me suis retrouvée à adhérer volontairement au patronat de Côte d'Ivoire. Et je dois dire que j'ai été incitée par des hommes. Et je tiens à dire que j'ai rencontré aussi des he for she au long de ma carrière. Tout à l'heure, tu faisais allusion au fait que toi, tu souhaitais garder tes enfants. On a besoin d'hommes qui affirment leur désir de parentalité et leur désir de soutenir des femmes. Parce qu'on a besoin que des hommes s'expriment comme ça. Et à cette époque, j'ai rencontré un des directeurs de la CGECI qui me disait « Il faut que tu viennes jouer le rôle que tu dois jouer à la CGECI. Prends la parole, sors. Arrête, vous les femmes, vous êtes très souvent en retrait parce que vous n'osez pas vous mettre en avant. Viens, on a besoin de toi à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que j'ai adhéré au fur et à mesure. J'ai été dans des commissions techniques, j'y ai travaillé. Et je me sentais bien dans ces commissions parce que c'était une plateforme d'échange. Et au cours de ces années, j'ai été également cooptée par l'ancien président du conseil d'administration de la CGECI pour faire partie du conseil d'administration. J'étais la femme la plus jeune, Monsieur Aka, Jean-Marie Aka, que je remercie encore. J'étais la plus jeune femme et je le dis en rigolant, la plus petite entreprise, vraiment la PME, la pauvre au milieu des grandes entreprises. Et ça a été pour moi une belle occasion d'apprendre de mes aînés, de partager mon point de vue, de me former. Donc pour moi, c'est une expérience qui n'arrête pas d'être enrichissante. Et aujourd'hui, je suis présidente de la commission formation professionnelle et recherche parce qu'un homme aussi a eu confiance en moi
et a décidé de me nommer à la tête de cette commission, comme il a nommé 5 autres femmes à la tête de commissions techniques au patronat ivoirien. Donc, notre président actuel, M. Ahmed Cissé, que je remercie également pour la confiance. Et je tiens à le préciser parce que ça montre que dans l'évolution de la carrière, des hommes comme des femmes contribuent à l'évolution, contribuent à l'accomplissement, à l'acquisition de compétences et de connaissances. Et donc, je me suis retrouvée là-bas parce que je voulais apprendre, parce que je voulais être au milieu de mes pairs et parce que je voulais grandir. Et aujourd'hui, cette commission répond pleinement à mes attentes. Je suis une férue de formation continue. Bien que je sois chef d'entreprise, en 2014, j'ai fait un programme AMP pour me former davantage. Et en 2019, j'ai fait le programme Stanford Seed, qui est le programme pour des leaders africains sur le continent, pour transformer leurs entreprises afin qu'elles soient des entreprises qui tirent le continent vers le haut. Donc, ça me correspondait tout à fait. Moi, j'aime me former et je suis à la tête d'une commission qui prône en réalité l'employabilité et l'adéquation des compétences du secteur que le secteur privé requiert vis-à-vis de l'enseignement supérieur et professionnel. Donc, nous essayons de mettre en corrélation la demande du marché et les curricula. Oui. Et voilà. Désiré, justement, nous avons lancé il y a 2 semaines, 3 semaines de cela, le programme Tech at Work. Donc, il y a une collaboration entre Microsoft et l'Organisation internationale des employeurs qui vise à former donc 5000 jeunes en Côte d'Ivoire en compétences numériques de base et en compétences humaines et sociales. Pourquoi, justement, la CGCI a accepté de prendre ce programme? Pourquoi vous avez accepté de leader ce programme? Et pourquoi est-il important pour des contextes comme celui de la Côte d'Ivoire? C'est capital. Toutes les études et la réalité des faits montrent qu'aujourd'hui, les compétences numériques sont essentielles à tous les acteurs du marché, à tous les individus. Les compétences numériques, qu'on ait 20 ans ou 40 ans, tous les acteurs ont besoin de compétences numériques. Et aujourd'hui, je le disais à l'instant, à la CGECI, nous sommes désireux de faire correspondre les compétences du marché du travail, les compétences des employés avec les désirs du secteur productif, avec les désirs des employeurs. Donc, Tech at Work répond parfaitement à cela. C'est une formation qui est pratique, qui est basée sur les soft skills et sur les compétences numériques nécessaires, demandées par les employeurs. Donc, en tant que porte-parole des employeurs, il nous semblait important d'être partie prenante de cette initiative, de cette activité, pour jouer pleinement notre rôle de faire correspondre donc les compétences des jeunes et des moins jeunes avec les besoins des employeurs. D'accord, merci beaucoup Désiré. Et au sein de ta propre entreprise même, tu as dit tout à l'heure que tu étais une férue à titre personnel même de formation continue. Comment t'assures-tu justement que tes collaborateurs répondent constamment justement aux besoins évolutifs du marché du travail? Sûr. Nous faisons différentes choses pour nous permettre de rester formés. Pêle-mêle, il y a bien sûr la veille concurrentielle, il y a la formation continue. Alors, la formation continue, je voulais relever 2 aspects. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de cursus, il n'existe pas de filière propreté, il faut le savoir. Donc, nous avons, comme beaucoup de secteurs d'activité, développé nos propres formations en se basant bien sûr sur le groupe Atalian à l'étranger. Il n'existe pas de formation dans le secteur justement de la propreté, du nettoyage? Il n'y a pas de filière propreté en Côte d'Ivoire. Il y a la filière hygiène en milieu hospitalier, mais il n'existe pas de filière propreté. D'accord. Et c'est d'ailleurs un projet que nous avons avec l'agence de formation professionnelle, soit dit en passant. Mais donc, il a fallu que nous formions nos propres curricula, nos propres cursus pour apprendre. Donc, nous avons mis en place ces curricula, ces cursus de formation en interne. Donc, chez nous, les travailleurs arrivent avec différents niveaux, parfois des bac+2, parfois des gens qui ont le niveau 3e, terminal. Nous les formons quelques jours en interne avec sur la partie théorique, la partie pratique. Ils ont un petit certificat initial, mais au cours
de leur vie en entreprise, il y a du recyclage et de la formation continue sur des postures de travail, hygiène et sécurité, manipulation des produits dangereux, etc. Et nous avons eu la chance l'année dernière d'être accompagnés par un cabinet, par le Fonds de développement de la formation professionnelle, pour un programme que nous avons appelé Atelier Académie, qui est un programme de formation sur plusieurs mois dans notre domaine spécifique. Et nous avons écrit ce programme avec le cabinet pour que nos équipes soient véritablement formées et fassent la différence chez nos clients. À côté de cela, nous avons pris d'autres initiatives, dont une qui s'appelle ProFutur, qui est une initiative que nous menons avec plusieurs entreprises du secteur privé, avec le gouvernement et avec un partenaire au développement, pour mettre en place des programmes qui soient également écrits par les entreprises et qui permettent de former dans des compétences numériques, digitales, mais également sur toute la partie mécanique pour que nous, à notre niveau, par exemple, à Talion, nous puissions avoir des staffs qui soient outillés pour réparer nos machines, pour la maintenance électrique, la maintenance mécanique. Donc, c'est une initiative que nous avons démarrée. D'ailleurs, j'ai été élue présidente de cette association ProFutur qui vise vraiment également à renforcer l'employabilité des jeunes. Donc, voici les différentes initiatives que nous prenons. Donc, la formation continue en interne, le programme Atelier Académie et des programmes avec d'autres sociétés pour des référentiels en termes de formation, des référentiels en mécanique industrielle, des référentiels en technique de l'information, en technique numérique et qui permettent de former au fur et à mesure nos équipes. D'accord. Donc, vous avez vraiment mis en place, c'est ça, un processus de formation interne et continue. Absolument, c'est D'accord, nécessaire. Très, très, très intéressant. Je dois dire, impressionné par tout ce que tu fais, tout ce que ton équipe et toi fait sur le terrain. Surtout, moi-même ayant vécu longtemps en Afrique et sachant que le contexte africain, surtout dans le monde des affaires, n'est pas le plus évident et que justement les questions liées aux compétences, au manque de compétences très souvent, donc les questions liées par ricochet à la formation, font partie vraiment du nerf de la guerre, si je peux le dire ainsi. Oui. Donc Désiré, on a parlé du monde des affaires en Côte d'Ivoire, on a parlé du genre, de la famille même, on a parlé également de la formation. Et tu sais, à l'Organisation internationale du travail, on travaille beaucoup sur les questions liées au commerce international. C'est quelque chose sur lequel je travaille, c'est un sujet sur lequel je travaille même directement. Et tu n'es pas sans savoir qu'actuellement en Afrique, l'un des plus gros projets socio-économiques de l'Afrique actuellement, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Absolument. Et justement, dans une perspective d'intégration régionale, toi en tant que femme d'affaires qui vit dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comment vois-tu justement l'impact de l'intégration régionale sur la manière dont les affaires sont entrées et vont être faites? Alors, je peux te donner ma réponse de rêveuse et ensuite la réponse réaliste. Et la réponse réaliste. D'accord. La réponse de rêveuse, bien sûr, ça fait rêver. On se dit qu'on a un grand marché devant nous, qu'on va avoir d'autres opportunités d'expansion, qu'on va pouvoir vendre des services et des produits en dehors de la Côte d'Ivoire. Quand on devient plus réaliste, on se dit, mais déjà, entre nous, parfois, il y a la barrière de la langue, il y a des frontières physiques qui sont bien réelles. Moi qui ai essayé d'aller plusieurs fois au Ghana en voiture, j'ai pu me rendre compte. Également, en allant au Burkina en voiture, j'ai pu me rendre compte. Donc, on se dit, si les pays voisins, on ne parle déjà pas la même langue et il y a des tracasseries douanières, qu'est-ce que ça va être quand je vais vouloir aller faire des affaires en Ouganda ou un peu plus loin? Donc, c'est un beau projet, bien sûr, et il faut y aller. Maintenant, est-ce qu'on est formé pour ça? Et je reviens peut-être à l'histoire des compétences et de la formation. Je ne suis pas sûre que nous ayons tous cette culture d'aller vers l'étranger, que nous ayons les compétences techniques, commerciales pour aller vers l'étranger, que nous ayons la connaissance de la culture. Je prends un pays comme la RDC, où j'ai quelques relations, mais ils ont une culture des affaires qui est différente de la nôtre. Je prends le Nigeria, un pays que je connais un peu, où on pense qu'on est dynamique en Côte d'Ivoire, mais dès qu'on arrive au Nigeria, on se sent totalement petit, non dynamique, pas compétent, etc. Donc, nous, la Côte d'Ivoire, en tout cas,
bien que nous soyons une économie qui portant celle d'Afrique de l'Ouest, on a quand même des efforts à faire si on veut pouvoir exporter nos produits et services. Et si tu permets que je partage l'expérience que nous avons eue au Mali, parce que nous avons ouvert plus ou moins une filiale au Mali, mais D'accord. nous avons rencontré les mêmes difficultés qu'en Côte d'Ivoire, parce que lorsque vous allez dans un pays de la sous-région, faites également, l'idée aussi c'est de faire travailler la main-d'œuvre locale, et c'est de pouvoir avoir des sources d'approvisionnement locales. Mais ça a été compliqué, parce qu'il faut manager des équipes qui sont différentes de celles que vous managez habituellement. Il y a peut-être une culture que vous ne connaissez pas. Vous pouvez froisser des gens ou ne pas tirer le meilleur de ces personnes-là, mais parce que vous ne savez pas comment faire, tout simplement. Donc, je dirais que dans mon expérience d'aller vers des pays de la sous-région, et je connais aussi un peu le Sénégal pour y avoir eu quelques expériences, et au Ghana pour y avoir travaillé pendant 1 an, j'ai eu l'impression de revivre les mêmes difficultés qu'en Côte d'Ivoire. Donc lié aux ressources humaines? Aux ressources humaines. D'accord. Typiquement aux ressources humaines, j'ai eu cette impression-là. Donc aujourd'hui, lorsque je me projette au niveau d'ASLECAF en disant nous allons avoir une facilitation des échanges entre ces différents pays, je me dis que la culture est encore à apprivoiser. Et ça, ce n'est pas parce qu'on ouvre les frontières que les cultures vont nécessairement changer tout de suite dans chaque pays. Oui. Et puis la formation, comment aller vers les autres. Oui. Ça, c'est un point quand même qu'on devra résoudre pour nous permettre d'être tous efficaces les uns les autres lorsqu'on sera dans cet espace de libre-échange sur toute l'Afrique. Et puis, donc, il va falloir que nos gouvernements nous forment, nous accompagnent, favorisent ces échanges-là, et puis que chaque pays renforce ses propres aptitudes et ses propres richesses. Qu'est-ce que nous, on va exporter ? Qu'est-ce qui va faire notre particularité? Qu'est-ce qui va faire notre force qu'on va sortir? Comment on va être accompagné, nous, en tant que chef d'entreprise, pour vendre ce que nous avons de meilleur dans nos pays? Ça, ce sont des questions auxquelles il va falloir répondre. Oui. Désiré, j'abonde tout à fait dans ton sens. D'après ce que tu dis, et ça rejoint une analyse que j'avais faite dans un article que j'ai publié au nom de l'OIE dans Financial Afrique. C'est un bel article que j'ai pu lire. Au fait, nous avons de nombreuses contraintes. Nous avons certaines contraintes, de nombreuses systémiques et structurelles, d'accord, qui ont besoin d'abord d'être, voilà, nous avons besoin de relever ces défis avant de pouvoir prétendre à s'exporter efficacement. C'est évident qu'une Afrique avec dans une Afrique avec tous ses soucis, ce seront entre guillemets les plus forts. Une Afrique ouverte, ça serait une Afrique où les plus forts, donc ceux qui ont des meilleurs appareils productifs, qui ont le mieux relevé les défis de l'informalité, les défis de la productivité, les défis de la formation, qui, entre guillemets, inonderont les autres justement de leurs biens et de leurs services. Donc il faut en effet que les différents pays, donc la majorité, puissent relever ces différents défis-là si on veut tirer le plein potentiel de la ZLECAf pour l'ensemble de la population africaine. Donc j'abonde tout à fait dans ton sens. Et je sais aussi, il faut savoir que de nombreuses organisations, dont l'OIE, justement à travers les organisations d'employeurs, nous avons commencé à travailler avec le secrétariat il y a 3 ans à peu près. Et le but a vraiment été de vulgariser ce qu'est la ZLECAf, parce que certains pays comme la Côte d'Ivoire, je sais que en Côte d'Ivoire par exemple, la CECI, vous siégez au sein du Conseil national justement de la ZLECAF, mais dans d'autres pays, certaines organisations d'employeurs n'ont pas encore fait ce pas-là et sont très peu informés même sur ce qu'est la ZLECAF, alors qu'ils représentent en théorie le secteur privé. Absolument. Donc c'est un sujet crucial pour notre continent et je suis heureux de voir que nous abondons dans le même sens. Tout à fait d'accord avec toi. Oui. Et Désiré, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de notre échange, le mot de la fin, après tout ce que nous nous sommes dit? Bon, déjà, merci de l'intérêt de montrer à ma personne et de cette conversation. Et je suis heureuse de voir que nos points de vue convergent sur les différents défis que nous avons. Nous avons d'énormes potentialités dans nos pays, c'est indéniable. Ces potentialités-là, nous pouvons les exploiter avec la formation adéquate, mais également avec une meilleure allocation de nos ressources, avec une meilleure gouvernance et avec une prospective sur les années à venir. Il ne faut pas qu'on suive parce que ça se passe, il faut qu'on se demande.
Tout le monde sait, on en parle, hein, on dit d'ici 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé, la moitié de la population en moins de 25 ans, etc. On en parle. Comment on anticipe? Qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que nous, on sera la nouvelle Silicon Valley? Est-ce qu'on sera la nouvelle place de référence où on va aller chercher les compétences? Je l'espère, je le souhaite, mais ça se prépare. Donc, ce que je veux vraiment qu'on retienne, c'est que nous pouvons être les meilleurs à condition de le préparer et à condition réellement de faire cette vraie transition vers vers une transition écologique, une transition verte en utilisant les ressources naturelles que nous avons, une meilleure allocation de nos ressources, je le redis, une véritable volonté de tirer tout le monde vers le haut et pas une petite part de la population, et puis en investissant dans le capital humain. L'indice de développement humain est super important, est très important. Il faut investir dans le capital humain, il faut investir pour le bien-être de nos populations. Amadou, je pense que tu seras d'accord avec moi, on a tous le cœur brisé quand on voit que nos frères prennent des barques pour aller mourir en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils estiment encore que les conditions ne sont pas réunies pour vivre dans leur pays. Moi, je veux que ce soit les gens qui viennent chez nous. Je veux que ce soit les gens qui viennent chez nous parce qu'ils sont convaincus que c'est le meilleur continent pour vivre, parce qu'on y trouve la santé, on y trouve le meilleur système éducatif, on y trouve les meilleures ressources humaines et on trouve cette douceur de vivre qui nous est déjà propre. Il suffit de la renforcer. Et ça, c'est possible avec la volonté commune et avec vraiment et quel rôle les organisations d'employeurs, donc dans le cadre de la Côte d'Ivoire, quel rôle la CGCI a-t-elle à jouer dans tout cela? Nous, au niveau de la CGE aussi, c'est vrai qu'on a un rôle de plaidoyer et on essaie d'être des exemples également. Il faut que le secteur privé reste un exemple en matière de gouvernance, en matière de stratégie de développement. Et ce rôle-là, je pense que notre président s'y attelle, travaille là-dessus, travaille avec l'Organisation internationale des employeurs pour avoir les meilleures pratiques, pour être dans un cadre d'échange un peu plus large et savoir comment on peut tout appliquer chez nous et inciter réellement les gouvernements à rentrer dans cette conversation tripartite, inciter tous les acteurs, toutes les parties prenantes à travailler main dans la main vers cet objectif commun. Donc la CGE, on est convaincu. La CGE vraiment travaille pour être cette organisation d'employeurs leader avec les meilleurs résultats, les meilleures pratiques, en étant très inclusif. Et c'est ainsi que des entreprises de taille moyenne ou plus petites comme les nôtres font partie de cet écosystème. Et je pense que avec cette volonté et cette vision qu'il y a au niveau de la CGE, on peut y arriver. Mais il faut vraiment que tous les acteurs se donnent la main. Merci beaucoup Désiré pour cette conversation fort enrichissante. Merci Amadou. Et je suis également persuadé qu'avec de la volonté et avec de la méthode, que nous pourrons arriver à ce niveau de développement que nous souhaitons pour nos pays et pour la Côte d'Ivoire. Qui est à notre portée. Qui est à notre portée. Merci Amadou, merci pour ce moment.